Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les bilans officiels de la catastrophe ferroviaire du mardi de la semaine passée dans le sud-est de la RDC près de Kalemi, plus précisément, c'est alourdi, on parle de 74 morts avec la découverte de nouveaux corps mais aussi de deux rescapés dont un nourrisson bloqué sous un wagon. C'est une dépêche de l'AFP qui rapporte cette information. Et on dénombrait dimanche soir 74 morts et 163 blessés. C'est ce que le ministre de la Santé congolais a déclaré à l'AFP. Monsieur Mbelou, cette énième catastrophe qui survient après les chavirages d'un bateau sur les lacs Édouard n'indique-t-elle pas la faillite de l'État congolais? D'abord, au sujet du nombre des morts, il y a un article de Congo indépendant qui indique qu'il y a eu 350 morts et 161 blessés. Bon, même si il ne serait pas nécessaire de se limiter au nombre, un mort congolais, c'est déjà un mort de trop. Ces accidents sont révélateurs de l'état de déliquescence dans lequel se retrouve notre pays aujourd'hui. C'est cela qui est important. L'état de déliquescence de notre pays est tellement avancé que les compatriotes peuvent mourir à tout moment. Ils peuvent mourir d'accidents, ils peuvent mourir de maladies liées à l'eau qu'ils boivent, ils peuvent mourir de manque de médicaments dans les hôpitaux, ils peuvent... Et l'état de déliquescence avancée de notre pays trahit l'option prise par les gouvernants fantoches de ce pays-là pour pouvoir exterminer les Congolais le plus possible. Il est incompréhensible qu'après autant d'années de ce qu'ils appellent gestion de pouvoir, le Congo ne puisse pas avoir un marché intérieur qui lui permette de lier ces différents coins, que le Congo ne puisse pas avoir des moyens de transport convenables pour ses citoyens. Il y a là quelque chose de révoltant, mais c'est lié, comme je le mentionnais, au fait que les gouvernants de ce pays-là, ou ceux qui en font office, ont une mission: exterminer le plus possible les Congolais. Quand les Congolais meurent comme ça ne constitue pas un souci pour eux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un deuil national qui aurait été décrété parce qu'il y a eu mort d'homme au Congo. Tout se passe comme si de rien n'était. C'est signe que ce sont des options sérieusement méditées et arrêtées pour pouvoir exterminer le plus possible les Congolais. Mais Monsieur Mbelou, il y a près de 20 ans, il y a eu lieu à Kinshasa une grande catastrophe du même genre au marché appelé Tipka en face de l'aérodrome d'Endolo. Et le maréchal Mobutu à l'époque lui-même avait instruit son gouvernement de mener une enquête et avait promis de prendre des mesures conséquentes pour que cela ne se reproduise plus. Mais près de 20 ans plus tard, le maréchal Léopard n'est plus là, mais rien ne semble avoir changé de ce côté-là, puisque ce genre de situation semble se répéter régulièrement et voilà, rien ne change de ce côté-là. Mais comment voulez-vous que quelque chose change en profondeur du moment que ceux qui prétendent gouverner le pays sont les employés des multinationales et des autres organisations dites internationales? Ces messieurs et ces dames ne sont pas là pour être au service des Congolais. Ils sont là pour servir les intérêts extérieurs du pays. Alors, que ça marche ou que ça ne marche pas à l'intérieur du pays, ça ne rentre pas dans leurs préoccupations majeures. Ils sont là, ils savent qu'ils sont là comme agents des multinationales et d'autres forces extérieures. Du moment
que la mission qu'ils ont reçue de l'extérieur est accomplie et cela suffit pour eux. Et selon certains commentateurs, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, l'ampleur du drame hein, est telle qu'il mériterait qu'il soit décrété un deuil national comme les autorités l'avaient fait hein, en mars après le naufrage du bateau transportant des réfugiés congolais qui rentraient chez eux dans l'est du pays. Et est-ce que cela suffira-t-il à faire évoluer les choses dans un secteur que l'on sait gangréné par la corruption? Est-ce que est-ce qu'il faut nécessairement faire un deuil national pour que cela change? Non, un deuil national est un acte symbolique marquant un fait qui s'est produit au pays. C'est une façon de compatir avec nos compatriotes éprouvés par cet accident. Hein, c'est décréter un deuil national, c'est manifester qu'il y a un lien qui nous unit, qui unit ceux qui ont connu l'accident à ceux qui ne l'ont pas connu. Et c'est pendant ce moment-là, ce moment d'accident, que nous manifestons, que nous devrions manifester notre sympathie, notre patriotisme à l'endroit de nos compatriotes éprouvés. Alors, Mais M. Mbelou, faut-il simplement le faire pour la forme, puisque est-ce que le plus important ne serait-il pas de prendre des mesures fortes pour que cela change? Parce que on sait que le secteur des transports publics chez nous, il est gangréné par la corruption et toutes ces pauvres personnes qui meurent ne sont que des victimes de ces systèmes qui perdurent. c'est-à-dire qu'il est souhaitable de combiner les deux versants des actions. Il y a les actions symboliques que le pays peut poser pour manifester sa sympathie à l'endroit des familles éprouvées, mais il y a des questions de fond. C'est la création de conditions de possibilités économiques pour que ces drames-là ne se reproduisent pas. Mais le problème fondamental me semble être celui-ci. Ces drames se produisent de manière répétée et ceux qui sont directement impliqués dans l'organisation de la cité congolaise ne sont interpellés nulle part. Même s'il arrive que l'une ou l'autre fois ils puissent être interpellés, il n'y a pas de suivi du point de vue de la reddition des comptes. C'est là que le bas blesse. Un pays qui veut être organisé de manière efficace devrait assurer un suivi dans la réalisation de certains projets. Gouverner, c'est prévoir du temps. Je ne vois pas comment, depuis bientôt plus de 2 décennies, les priorités sont réglées dans ce pays-là. Un pays aux dimensions semblables à celles de la République démocratique du Congo devrait avoir un réseau ferroviaire interne qui permet à toutes les fils et à toutes les filles et à tous les fils du Congo de pouvoir mieux connaître leur pays, d'aller au sud, à l'est, d'aller partout où ils veulent pour pouvoir mieux connaître leur pays, mais aussi mieux connaître leurs concitoyens. Ce que vous posez comme question là n'est pas simplement lié au fait que nous ayons des trains qui aident les compatriotes à faire leur commerce, mais il y a un problème majeur, c'est le problème de moyens de communication et d'échange entre les Congolais qui veulent constituer une nation. Donc derrière tout ce que nous sommes en train de connaître, il y a un frein qui est mis à ce processus-là, le processus de circulation des Congolais à l'intérieur de leur pays pour pouvoir constituer un lien patriotique qui les aide à pouvoir s'unir et à lutter pour leur émancipation politique comme un seul homme. Donc il y a une négligence qui serait aussi liée
à ce fait-là, si le réseau ferroviaire est entretenu, si les routes sont très très bien entretenues, les Congolais vont passer d'un coin à un autre, ils vont se connaître, ils vont échanger, ils vont constituer des liens solides qui leur permettent de pouvoir lutter comme un seul homme pour leur émancipation politique. Alors, comme nous avons des employés des forces extérieures qui ne veulent pas laisser aux Congolais cette chance-là de pouvoir rentrer le plus possible en contact et de créer un marché intérieur qui aide ce pays-là à pouvoir se mettre debout, tout ce travail-là est gelé et les morts congolais comptent pour rien. C'est même moins que des chiens. Ça ne signifie absolument rien du moment que la mission de ces gouvernants-là est de les tuer et de les tuer davantage. Très bien, pour finir sur les sujets, selon toujours la dépêche de l'AFP, l'état des voies ferrées est tel que sur de nombreux tronçons, les trains circulent moins vite que les piétons. Et selon la Société nationale des chemins de fer, on compte dans tous les pays en moyenne un déraillement par jour et la plupart des temps sans conséquences graves. Monsieur Mbelou, je me souviens en 2006, lorsqu'il y a eu un crash d'un avion à Kingasani, le ministre des Transports de l'époque avait été interpellé au Parlement, si je me souviens bien, c'était Monsieur Nkoulou, et il avait été initié à l'époque une motion de défiance contre lui parce que sa responsabilité était engagée dans cette catastrophe. Mais la majorité mécanique de l'époque lui avait évité cette motion de censure. Et lorsque, à la lumière de ce genre de choses, pensez-vous que est-ce que cela va changer? Nos pauvres compatriotes vont continuer à mourir comme ça? Euh, Faisons la part des choses. Il y a la part de ce que nous appelons gouvernants, que nous puissions les apprécier ou pas, ils sont là. Que nous puissions accepter leur action ou pas, ils sont là. Mais il y a aussi la part de la grande majorité de la population congolaise. C'est elle qui doit pouvoir se mobiliser et créer un lobbying populaire. Des faits comme ces accidents-là ne devraient pas passer inaperçus. Il est important qu'aujourd'hui, des compatriotes s'organisent de façon à créer un lobbying populaire. Parce que souvent, quand nous parlons de lobby, nous voyons les efforts conjugués à l'endroit des partenaires extérieurs pour pouvoir faire pression sur les gouvernants qui sont là. Mais il y a aussi lieu de pouvoir organiser un lobbying populaire à l'intérieur, des associations citoyennes, des associations partisanes qui se prennent en charge de l'intérieur et essaient de demander des comptes de manière suivie à l'endroit, à ceux qui aujourd'hui affirment pouvoir gouverner ce pays-là. Donc, nous devrions de plus en plus nous dire, si nous ne sommes pas plusieurs, si nous n'arrivons pas à créer un véritable lobbying populaire qui mette notre peuple debout, qui lui permette de pouvoir réclamer ses droits, ce sont les droits du peuple que d'avoir des bonnes routes, des bons bus, de bonnes voies ferroviaires pour sa circulation interne. Donc, tout ce travail-là devrait être mené par le peuple à l'intérieur avec ses leaders. Et encore une fois, le problème que vous posez est un problème consécutif au manque d'un leadership visionnaire, un leadership qui sache programmer les travaux à mener pour recréer le bonheur collectif au cœur du Congo. Alors, après tous ces constats, après toutes ces plaintes, après toutes ces critiques, il doit être temps de pouvoir mobiliser un lobbying populaire à l'intérieur du pays
pour pouvoir arriver à l'exigence d'une reddition de comptes permanente à l'endroit de ceux qui estiment être à la tête du pays, même si, par ailleurs, comme nous le disions, ce sont les employés des forces extérieures et des multinationales. Très bien. La date du 24 avril 2014 est passée presque inaperçue. En dehors d'une conférence de presse organisée par l'UDPS à Kinshasa, il n'y a pas eu véritablement des célébrations, hein, entre guillemets, autour de cette date, qui, je le rappelle, consacrait, hein, l'annonce de la libéralisation des activités des partis politiques par le maréchal Mobutu. Bah, Monsieur Mbelou, avec un peu de recul, quelle lecture, hein, peut-on avoir de l'état des lieux, des libertés au Congo, des Kabila? Certes, hein, il y a eu cette amnistie qui a été signée, mais plusieurs opposants demeurent en prison, notamment Diomi, Coutinho et d'autres anonymes que nous pouvons citer ici. Le fait que cette date soit passée presque inaperçue au Congo est révélateur euh, de- d'une crise profonde vécue dans l'imaginaire de plusieurs compatriotes, que ce soit ceux qui mènent leur activisme partisan ou leur activisme citoyen. Il est incompréhensible qu'une date comme le 24 avril ne puisse pas mobiliser les compatriotes de l'intérieur, ne fût-ce que pour marquer le coup, c'est-à-dire revisiter l'histoire et dresser un petit bilan. Où est-ce qu'on en est avec la lutte initiée depuis le 24 avril 1990? Là, nous avons un signal qui nous est lancé, le signal est le suivant. Pour les compatriotes qui prétendent faire la politique au Congo aujourd'hui, l'histoire ne compte pas. Ils essayent, pour un certain nombre, de pouvoir euh, gérer les questions politiques au quotidien. Euh, ils ont versé dans le court terme, dans l'immédiatisme. C'est cela qui handicape des grands bons qu'aurait pu faire la politique au Congo. Il y a une rare révisitation de l'histoire. Nous fonctionnons en marge de l'histoire telle que nous la faisons nous-mêmes. Donc là, c'est bien que vous ayez mentionné ce point-là. Mais si vous ne revisitez pas l'histoire, comment voulez-vous évaluer l'action de la politique actuelle parce que vous n'avez pas revisité l'histoire? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des avancées du point de vue du pluralisme politique au Congo aujourd'hui? Un peu peut-être, mais si nous revenons au schéma qui nous a été imposé de l'extérieur, parce que n'oublions pas que le schéma dans lequel nous sommes aujourd'hui, le schéma où nous retrouvons les partis qui ont travaillé avec les forces extérieures pour pouvoir envahir le Congo, ce schéma-là est dicté de l'extérieur. Hein, n'oubliez pas, peut-être qu'on va y faire allusion, que les dernières rencontres entre les instituts de formation euh, en politique ou en développement américain, ces instituts-là ont signé des accords, ont rencontré les partis qui semblent avoir pignon sur rue au Congo. C'est-à-dire, quelque part, Mais Monsieur Mbello, pour revenir à la population, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lassitude, hein, par rapport à... Parce que c'est comme s'il y a énormément d'espoir déçu par rapport à... voilà, il y avait énormément d'espoir par rapport au 24 avril 1990. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je peux dire tout ça pour ça, c'est un véritable gâchis, puisque actuellement à Kinshasa, il y a un pouvoir qui gouverne d'une main de fer aussi féroce qu'à l'époque des Mobutu. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas une espèce de lassitude, hein, de la part de la population? Les gens sont démobilisés et se disent voilà, rien ne va changer.
Non, essayons de corriger ce que nous disons. Il n'y a pas un pouvoir qui gouverne de main de fer. Il y a des capitaux médaillés des forces extérieures chargés d'une mission de museler la population congolaise. Si vous orientez votre réflexion dans ce sens-là, je pourrais la partager avec vous. Mais chaque peuple vit aussi de la capacité de ces minorités éveillées de pouvoir le mobiliser. Vous n'allez pas demander à toutes nos populations aujourd'hui de mener des actions spontanées sans qu'il y ait une tête ou des têtes qui se lèvent pour les mobiliser. Tous les peuples fonctionnent de cette façon-là. Hein? Souvent, je prends les exemples des pays latino-américains. Si le Cuba n'avait pas eu un monsieur de la trempe de Fidel Castro, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Si le Venezuela n'avait pas eu un monsieur de la trempe de Hugo Chavez, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Si la Bolivie n'avait pas eu un monsieur de la trempe d'Evo Morales, il ne serait pas là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir que la Russie revient sur la scène internationale parce qu'elle a à sa tête un monsieur de la trempe de Poutine. Alors, ce sont les peuples qui réussissent à voir ces visionnaires-là qui essaient de se tirer d'affaire. Alors, s'il y a lassitude, cette lassitude pourrait être aussi liée au fait que les forces mobilisatrices, les forces qui peuvent aider notre peuple à se mettre debout, ont renoncé, tant soit peu, à leur mission. Ce sont ces forces-là qui doivent être recréées ou se recréer pour mener le travail du lobbying populaire dont je viens de vous parler. À partir de certains de mes contacts, je sais que ce travail-là se fait tant bien que mal et que petit à petit, sur le court, moyen et long terme, notre peuple finira par se mettre debout. Mais M. Mbelou, en parlant de ce que, pour revenir à ce que vous appelez les capitaux médaillés, est-ce qu'on doit les exonérer de leurs responsabilités? Puisque si nous devons créer chez nous des conditions d'une société libre et démocratique, est-ce que ce n'est pas à nous-mêmes, Congolais, de le faire? Faut-il que cela vienne de l'Occident? Non, je suis d'accord avec vous. C'est à nous qu'il appartient de le faire. Les capitaux médaillés ne doivent pas être exonérés de leurs responsabilités, mais cela ne nous empêche pas de prendre conscience du fait qu'ils ont une mission qu'ils sont en train d'accomplir. Il y a des compatriotes qui aujourd'hui essayent de tendre la main même à ces capitaux médaillés en se disant, non, il est possible que certains d'entre eux, pas tous, mais il est possible que certains d'entre eux agissent par ignorance, même si une grande partie peut agir en connaissance de cause. Mais il peut se faire que certains, parmi ces capitaux médaillés, soient tombés dans l'inconscience, dans l'intoxication, dans la lobotomisation. Et il y a des compatriotes qui estiment que c'est bien d'aller vers ces capitaux médaillés, de leur parler, de créer des lieux de débat et d'échange pour pouvoir peut-être les tirer de leur torpeur. Mais cela ne devrait pas empêcher à quelques visionnaires que nous avons parmi les Congolais et les Congolaises de pouvoir poursuivre le travail de la mobilisation des masses. Non, ce travail-là doit pouvoir se faire. Il est peut-être plus que temps que nous arrêtions de tout attribuer à l'extérieur et que, même si dans nos analyses, nous arrivons à dire X, Y est impliqué dans ce qui s'est fait chez nous, que nous puissions aussi régulièrement nous poser cette question. Et nous, que faisons-nous? Parce que, au jour d'aujourd'hui, nous sommes plusieurs à être convaincus que si nous ne faisons rien pour notre pays, personne ne pourra le faire à notre place. Alors, c'est à nous et aux plus éveillés d'entre nous qu'il appartient de pouvoir créer et recréer les conditions sociales,
les conditions politiques, les conditions culturelles, les conditions environnementales de l'émancipation politique de nos populations. Cette tâche-là nous incombe au plus haut point et nous n'aurons pas demain à dire à nos fils et filles, voilà, nous avons été à tout moment pieds et poings liés, nous n'avons pas pu nous battre. Non, ceux qui nous ont dévancés se sont battus. Nous avons, nous aussi, ce devoir patriotique de pouvoir nous battre, chacun avec les moyens dont il dispose. L'essentiel est que nous soyons tous dans la lutte pour l'émancipation politique de notre peuple, de nos populations et pour la souveraineté de notre Congo. Il est temps qu'aujourd'hui, les Congolais qui ont l'amour de leur patrie se mettent d'accord autour de 3, 4, 5 points sur lesquels ils devront accepter de travailler ensemble en se disant nos divisions, nos appartenances partisanes ou citoyennes, ou philosophiques, ou religieuses, ne devraient pas nous empêcher de pouvoir nous mobiliser comme un seul homme autour de ces 4, 5, 6 points et pour l'émancipation politique de notre pays. Il est temps que cela se fasse. Et il est temps que certains d'entre nous prennent le bâton de pèlerin pour aller vers tous les Congolais, sans exclusive, et leur dire qu'il est temps que ces actions-là puissent être menées, à leur risque et péril, bien sûr, hein, qu'ils ne risquent rien à rien. Très bien. À Kinshasa, plusieurs organisations non gouvernementales venues de toutes les provinces du pays ont pris part au séminaire atelier organisé au CEPAS du 22 au 23 avril 2014. Et à l'issue de ces assises, ont été publiées, les participants ont publié une déclaration intitulée Non à la révision des dispositions constitutionnelles, verrouillées et non verrouillées, et oui à la préparation de l'alternance démocratique au pouvoir. Monsieur Mbelou, que peuvent faire de plus les amis de l'abbé Pundu et ses amis pour que cela se traduise, ne se réduise pas uniquement en un vœu pieux, puisque l'abbé Malomalo semble déjà engagé dans les processus des élections avec les soutiens de la MONUSCO. En abordant cette question-là, nous devrions toujours faire la part des choses. Nous dire ceci, il y a des compatriotes aujourd'hui qui ne croient absolument pas dans un processus électoral engagé sur fond d'une histoire falsifiée. N'oubliez pas que ce processus électoral est consécutif à l'envahissement de notre pays par les armées du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda, soutenues par les forces extérieures. Donc, nous ne pouvons pas, pour certains compatriotes, nous estimons que ce processus-là ne peut aboutir à rien de bon tant que une justice transitionnelle n'a pas été menée après qu'on ait découvert que cette guerre dite de libération était une guerre de basse intensité, une guerre de prédation. Donc, il y a des compatriotes qui luttent sur ce point-là. Pour eux, ce processus électoral ne signifie absolument rien. Alors, il y en a d'autres qui disent les élections, c'est notre front de combat. Ils estiment que la politique étant l'art du possible, ils peuvent se battre sur ce front-là et gagner. On leur dit, allez-y, allez-y, mais allez-y en sachant relire notre histoire à partir des élections de 2006 et celles de 2011. Quelle garantie avez-vous que ce qui n'a pas pu être octroyé au peuple congolais en 2006 et en 2011 lui sera donné en 2016? Mais allez-y, n'y allez pas en hommes et femmes non avertis. Vous savez que quand on a été mordu par un serpent, on crée même les queues des lézards. Alors, le malheur serait de faire la politique d'autruche, c'est-à-dire de faire comme si 2006
et 2011 n'avait pas existé. Et je vous renvoie, je vous avais renvoyé une fois au livre de Charles Onana, L'Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Et quand vous lisez ce livre-là, vous vous rendez compte que les élections de 2006 avaient été une farce. Une farce orchestrée par ceux qui ont organisé la guerre de prédation et qui avaient intérêt à ce que ceux qu'ils avaient désignés comme capitaux médaillés puissent gouverner la sous-région des Grands Lacs comme membres de la Renaissance africaine. C'est ainsi qu'ils ont été désignés à un certain moment donné. Donc, mobiliser nos populations pour en faire des chairs à canon, parce que ce à quoi nous risquons d'assister, c'est ceci. Bientôt, on risque de faire un référendum. Il y a la fameuse opposition qui a dit non à la révision de la Constitution, et il a dit, à travers certains de ses membres, que si on touche à cette Constitution-là, on devra enjamber nos cadavres. Or, ceux qui travaillent avec cette opposition et cette majorité mécanique, comme vous l'avez désigné, sont pour cette option qui conduit les peuples à se faire massacrer avant qu'ils n'interviennent pour maintenir en place certains autres capitaux médaillés qui pourront faire l'alternance, mais sans que l'on crée l'alternative au Congo. Donc, que nos amis qui sont en train de lutter sur le fond des élections n'aillent pas faire comme si toutes ces réalités dont nous sommes en train de parler n'existaient pas. Il est important que ces amis-là essaient de connaître en profondeur leurs partenaires extérieurs, comme ils les appellent, qu'ils essaient d'approfondir avec nos populations notre histoire récente et qu'ensemble, ils puissent entrevoir les mécanismes, les plans A, B, C qui pourraient demain leur permettre de pouvoir contourner ce qu'il y a eu en 2006 et en 2011. Cela n'empêche que je vous dise qu'il y a des compatriotes qui aujourd'hui estiment que ceux qui sont venus par la petite porte au Congo pour pouvoir servir d'employés des multinationales ne pourront pas partir de ce pays-là par la voie électorale. Mais plusieurs compatriotes se sont déclarés candidats ces derniers jours, hein. Il y a Roger Lumbala par exemple, et, et d'autres hein, qui continuent à se déclarer candidats aux élections de 2016. Est-ce naïf? Est-ce réaliste? Qu'est-ce que vous en pensez? Essayez de lire les différents discours de Roger Lumbala, vous verrez que il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Hein? Lumbala qui disait hier que Kabila c'était sa bête noire. Aujourd'hui, il vous dit, le chef de l'État a accordé l'amnistie à tous les Congolais, nous devons retourner au Congo. Il y a une inconstance politique caractérisée dans le chef de cet acteur politique-là. Mais il n'est pas le seul. Mais n'oubliez pas que les élections piège à camp sont aussi des moments dont profitent certains opportunistes pour se faire un peu de sous et rentrer à la mangeoire. Hein, ils savent que c'est une fête qui permet le retour à la mangeoire, mais il y en a qui sont effectivement pistonnés de l'extérieur et qui estiment que ils peuvent encore régner sur ce pays-là. N'oubliez surtout pas que le fait que Joseph Kabila ait réussi à trôner dans ce pays-là a créé un antécédent très malheureux pour notre pays. Hein? N'importe qui pourra croire demain qu'il peut devenir président du Congo et tout le monde va s'y essayer. Hein? Donc ce sont des questions à ne pas beaucoup négliger. Hein? Nous sommes tombés tellement très bas qu'aujourd'hui n'importe qui peut croire que gérer le Congo c'est facile. Même si, vous le savez aussi bien que moi, je n'ai jamais cru que c'est ce jeune monsieur-là
qui dirige le Congo et il est l'employé des forces extérieures, mais publiquement, visiblement, c'est lui qui est là et c'est un antécédent malheureux pour l'avenir de notre pays. Et tout le monde pourra croire que diriger le Congo, c'est facile. Hein? Tout le monde pourra dire comme Wemba, chancelo Kopamba. Très bien. Autre chose, l'UNC, un parti politique congolais de Vital Kamerhe, a signé officiellement un protocole d'accord avec la National Democratic Institute. C'est une institution américaine, hein, et cela dans le cadre de son nouveau programme Tomiko Tissa, hein, financé par l'USAID, l'Agence américaine pour le développement. Et vous avez écrit un article à ce sujet et votre point de vue est que cela ne semble pas être une bonne nouvelle, c'est ce que vous avez écrit. Et Moufonko Chioye a écrit également sur le même sujet et lui va plus loin en affirmant que des partis politiques congolais se vendent à vil prix auprès de Madame Eva Thompson de cet institut. Est-ce que cela n'est pas un peu exagéré tout cela? Non. Vous savez, moi j'ai fait un travail de lanceur d'alerte. J'ai lancé une alerte à partir de mes investigations et de mes lectures. Hein, j'avoue que j'essaie quand même de me documenter le plus possible sur les pays impliqués dans la gestion du nôtre. Hein, il y a d'ailleurs un article qui pourrait sortir dans une revue à Kinshasa. J'essaie de montrer que les États-Unis sont chez nous depuis qu'ils ont cherché avec la Grande-Bretagne à chasser la Belgique, après qu'ils aient remporté la guerre après qu'ils aient utilisé notre uranium pour bombarder Nagasaki et Hiroshima. Ils sont là et ils ont estimé que le Congo était un intérêt permanent pour eux, comme vient de le prouver dans son livre Chasseur de matières premières, Ralph Kusters. Donc, pour ce qui me concerne, j'essaie le plus possible d'étudier l'histoire des pays impliqués chez nous, leur fonctionnement, le fonctionnement de leurs États, mais aussi le fonctionnement de leur ONG. Hein. Je ne dois quand même pas avoir honte de dire cela à haute voix. Et c'est le travail que fait aussi un monsieur comme Moufonko Tioyi. Il arrive qu'on ait des échanges très fructueux ensemble. Mais dans ce travail de lanceur d'alerte que je mène, il y a des petites questions de bon sens que nous devrions nous poser et auxquelles je suis très sensible. Il y a une étude que vous avez trouvée sur Le Grand Soir. Elle est intitulée « Les États-Unis, la plus grande oligarchie du monde ». C'est une université de Princeton qui vient de mener une enquête récente qui prouve que les États-Unis ne sont pas une démocratie, qu'ils sont une oligarchie dominée par le pouvoir d'argent. Ça, c'est une étude récente. Mais, vous relisez le livre de Chomsky de 2005, L'État manqué, vous avez plus que ce que cette étude vient de révéler aujourd'hui. Alors, comment voulez-vous? Voilà la question de bon sens. Que des instituts venant d'un pays dominé par les oligarchies d'argent puissent aller enseigner la démocratie ailleurs que chez eux. Moi, je ne comprends pas ça. Peut-être que je suis trop bête pour comprendre que, au lieu que ces instituts-là travaillent dans leur propre pays pour qu'il y ait un peu plus de démocratie, pour qu'il y ait simplement de la démocratie, ils vont aller travailler ailleurs. Or, en examinant le travail que ces instituts ont fait dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, une vingtaine de pays, nous nous rendons compte
que chaque fois que ces instituts ont travaillé, dans les autres pays que le leur, il y a eu après des violences et des coups d'État doux. Et l'un des membres, ou certains membres de ces instituts-là affirment, à travers les médias dominants, ce n'est plus un secret, qu'ils font aujourd'hui le travail que la CIA a fait il y a plus de 20, 30, 40 ans. Alors comment voulez-vous que des partis politiques qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays puisse aller de l'avant, aillent travailler avec des agents, des associations de la société civile, gérées en sous-main par la CIA. La CIA qui a mis Mobutu au pouvoir et qui l'a délogé en lui disant « Joseph, maintenant, si tu ne veux pas que ton cadavre puisse être traîné dans la rue, tu dois partir. » Et ce sont les mêmes qui ont choisi Kagame et Museveni. Encore une fois, chez nous, les lanceurs d'alerte, nous disons, il y a dans le chef de tous ces partis politiques qui travaillent avec ces instituts, une amnésie qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi nous faisons le travail de lanceurs d'alerte. Nous ne le faisons pas simplement, nous ne le faisons pas pour pouvoir humilier ces partis politiques. Nous leur disons, ah, voilà, là où vous êtes en train de vous engager, est-ce que vous relisez notre histoire? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces partis-là, de ces instituts-là? Et aujourd'hui, ce n'est plus un secret, vous prenez un média alternatif comme Le Grand Soir, comme Investigation, comme Voltaire et beaucoup d'autres, vous lisez comment ces instituts ont mené, par exemple, un coup d'État d'eau au Venezuela. Et pourquoi, vous pouvez savoir pourquoi ils ont été chassés de la Bolivie ou de la Russie. Mais est-ce que nous avons au Congo des lieux de la pensée, des lieux où toutes ces questions sont traitées et approfondies, des lieux que ces partis politiques peuvent consulter? Alors quand Thierry Mfonkol va en profondeur dans cette question-là, lui prend le temps, et je le sais, de lire, il prend le temps de s'informer. Est-ce qu'il n'est pas plus que temps de rompre avec l'amateurisme pour que certains des alliances, que les partis politiques ou les associations de la société civile congolaise, nous avec les partenaires extérieurs, soient fondés en raison? C'est là le travail de lanceur d'alerte que nous menons. Et, au besoin, si on est en contact avec l'un ou l'autre dirigeant de ces partis-là, on peut lui remettre des documents pour que ce que nous disons ne soit pas simplement considéré comme un travail de déstabilisation des partis politiques, mais que ça soit pris comme participant d'un débat qui doit contribuer à l'émancipation politique de notre pays et à sa souveraineté. Pour finir, un mot sur la visite annoncée de John Kerry à Kinshasa cette semaine ou la semaine prochaine. Vous y avez consacré également un papier intitulé John Kerry en RDC pour rire. Monsieur Mbelou, y va-t-il réellement pour rire? Et de qui alors? il, il y va pour se moquer des Congolais. Et encore une fois, là, j'ai dit, mais relisons notre histoire. Quand vous avez lu, j'insiste, même s'il y a des compatriotes qui estiment que j'exagère avec le recours au livre, quand vous avez lu Chasseurs des matières premières de Ralph Kusters, c'est un livre récent. Quand vous avez su qu'il y a eu une rencontre de charognards à Goma, quand vous savez qu'il y a eu au Sénat français toute une journée consacrée au génocide rwandais, une journée qui a été révélatrice de l'implication de l'État profond américain dans la tragédie congolaise, et que vous vous réveillez un matin qu'on vous dise John Kerry va aller demander qu'il y ait au Congo des élections et qu'on ne puisse pas toucher à la Constitution, je me dis, mais on rêve ou quoi? Et il vient d'où? Le même John Kerry qui est allé avec Joe Biden travailler au soutien
des fascistes, des néo-nazis en Ukraine. Il fait partie d'un pays qui a participé au bombardement de l'OTAN en Libye, qui a détruit la Libye, après avoir détruit beaucoup d'autres pays, qui a cassé le projet que Kadhafi avait de pouvoir lancer un fonds monétaire africain, qu'on me dise tout d'un coup que ces messieurs-là vont devenir tout gentils pour aller aider le Congo à se retrouver sur le droit chemin, sur le chemin de la démocratie. J'ai dit, on rigole, on rigole. Et malheureusement, les Congolais vont applaudir. Et c'est stupéfiant, c'est révoltant, on dirait que, comme on dirait dans ma langue maternelle, on ne peut pas. Comment un peuple, des gens qui vous tuent, qui ont fait des millions de morts et qui viennent vous enseigner la démocratie, ils n'ont pas participé à la justice transitionnelle. Ils n'ont pas traduit les leurs impliqués dans cette tragédie, dans ces millions de morts, et vous les applaudissez. Vous dites qu'ils vont venir nous aider à devenir démocrates. Peut-être que je suis bête pour comprendre, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc il y a quelque chose qui doit être franchement, sérieusement détruit dans nos cœurs et dans nos esprits, et nous ne comprenons absolument rien à la marche du monde. Un Congo qui est un intérêt permanent pour les charognards de l'État profond américain, nous estimons que ce sont les mêmes, les pyromanes, qui vont devenir les pompiers, après tous ceux qui sont en train de causer comme catastrophe à travers le monde. J'ai dit, on est malade, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.